comprends mieux. David? Moi, j'aimerais savoir, vous êtes logé dans la catégorie des services. Et quand on sait aussi que le milieu du secteur privé au Burkina Faso, notamment ce qui concerne les services, c'est pas toujours reluisant. J'oublie un peu la période Covid, je veux dire même avant cela. Est-ce que ce secteur-là, il est en pleine croissance? Est-ce que ça va en quelque sorte? Oui, il faut noter que le Burkina Faso est un pays de l'Interland. Donc nous sommes un pays qui importe beaucoup de grande consommation, ce qui fait que la plupart de nos marchandises que nous consommons sont importées. Et si vous voyez également, les indices de développement du Burkina vont de façon croissante, ce qui va également, qui a un impact positif sur notre métier. Parce qu'en tant que commissionnaire, en tant que toutes les importations, ce qui veut dire qu'il y a une croissance. Et éventuellement, il y a beaucoup de sociétés de transit qui se créent. Et je peux dire de façon exponentielle, surtout ces 5 dernières années. Au début, c'était un peu plus restrictif, mais avec les textes communautaires, la douane est tenue de recevoir 2 fois par an, de tenir leur session pour délivrer des agréments. Bon. Éventuellement, comme il y avait aussi un petit, je dirais pas un laisser-aller, mais je dirais plutôt que le texte n'était pas appliqué à juste titre, ce qui a fait qu'on est passé de quelques transitaires. Au début, c'était 2 ou 3 ans transitaires au départ. On peut nommer SNTB à l'époque, qui aujourd'hui, nous sommes passés à 287. Commissionnaires en douane. Ça vous donne déjà une idée de l'évolution du nombre de commissionnaires en douane. Et il y a de la place pour tout le monde? Bon, c'est là la question, parce qu'il reste maintenant à savoir est-ce que les 287 commissionnaires en douane agréés respectent en fait toute la réglementation, et c'est ce qui a amené en fait la douane à un certain moment de prendre des décisions, parce que il y avait des difficultés non seulement au niveau des commissionnaires en douane pour des actions de fraude et de corruption, et éventuellement au niveau de la DGI, où nous avons été, où bon nombre de nos membres ont été interpellés pour pouvoir justifier en fait leur activité. Justement, il y a la Direction Générale des Douanes, parce que vous en parliez tout à l'heure, qui a sorti 2 arrêtés. Et le 1er février, on a vu qu'il y a eu certaines suspensions et tout. Et il y a eu des gorges chaudes. On a vu que ça a été apprécié diversement. Mais l'association, quel a été son point de vue là-dessus? Bon, d'abord, je veux apporter une petite correction. C'était pas des arrêtés, c'était des avis aux commissionnaires en douane. Des avis aux commissionnaires, ok. Donc, le premier avis qui a été délivré en septembre demandait en fait à ce que les commissionnaires en douane agréés puissent respecter en fait la réglementation en mettant en place une garantie de 50 millions et aussi un avis de crédit de 25 millions. Bien sûr, ce texte, il y a un texte réglementaire, le texte 468, qui stipule en fait les conditions pour pouvoir exercer le métier. Et éventuellement, lorsque les commissionnaires en douane, quand ils ont formulé leur demande au niveau de la Direction Générale des Douanes, ils ont pris également des engagements. Des engagements comme quoi, dès qu'ils vont avoir l'agrément, ils vont mettre une garantie de 50 millions et un avis de crédit minimum de 25 millions. Bon, chose qui n'a pas été suivie, et la Direction Générale des Douanes a décidé de mettre ça en application. Donc c'est juste un rappel. D'accord. Voilà, c'est juste un rappel. Nous, en tant qu'association professionnelle, mais bien sûr, quand on parle, c'est une association professionnelle. Nous sommes pour la professionnalisation de notre métier. On ne peut pas aller à l'encontre de cette décision de la douane. Bien sûr que nous sommes pour cette décision. Seulement, il y avait des conditions, comme les gens avaient pris une certaine des habitudes pour travailler dans le milieu, ils ont certainement oublié qu'ils avaient pris des engagements. Et quand la douane a décidé de mettre en application, bien sûr que quand il y a eu la première note, le premier avis, l'association a tout de suite pris attache avec la Direction Générale des Douanes
pour déjà le signifier que vu la situation économique et le délai, parce qu'on donnait juste à peine un mois et demi, parce que c'est en septembre que c'est sorti pour une mise en application le 1er novembre. Donc nous avons demandé à la Direction générale des douanes de reconsidérer en fait cette date, parce que c'était la fin d'année, et aussi comme vous savez les institutions financières ils travaillent du 1er janvier au 31 décembre, ça veut dire que c'était un peu difficile d'avoir des garanties sur ces délais-là. Donc chose que la Direction générale des douanes a accepté, et je remercie au passage le DG douane qui est vraiment à l'écoute des commissionnaires en douane. Donc voilà, il y a eu le report pour 3 mois. Le 1er février, la douane a mis en application le texte. Mais les gens n'ont pas cru. Parce qu'il y a eu d'abord une première note, et cette note, nous avons passé des informations au sein de nos membres. Mais les gens se sont dit, bon, comme il y a eu un report, bon, certainement, s'il y a quelques troubles, il se pourrait que la Direction générale des douanes revienne sur leur décision. Et la Direction générale des douanes était restée vraiment ferme. Et c'est pour ça que le 1er février, pratiquement, presque toutes les entreprises avaient été déconnectées. Donc, en somme, vous avez approuvé cette mesure, cette décision de la douane? Bien sûr, on a approuvé, mais nous ne sommes pas restés à ce niveau, parce que nous avons ici aussi, nous avons été à l'écoute de nos membres. On a essayé de voir comment les accompagner. Bien sûr que l'association ne va pas aller prendre une garantie pour le compte d'une autre entreprise, mais à la limite, nous avons pu échanger avec les institutions financières de la place, de l'association des banques, et nous avons échangé également avec les assureurs pour voir comment ils pouvaient vraiment aider les commissionnaires en douane en facilitant en fait l'octroi de ces documents. Mais justement, depuis le 1er février, avec la désactivation de certains comptes, on en est où? Parce que je me rappelle qu'on avait reçu ici aussi la douane pour s'expliquer un peu là-dessus. Ils ont dit que sur le champ, il y a beaucoup qui sont venus essayer de régulariser leur situation et tout, mais dans les proportions, on sent que c'était pas simple. Aujourd'hui, on en est où? Il y en a beaucoup qui sont venus quand même régulariser la situation. Comment ça se passe? Oui, il faut noter que à ce jour, on a la liste officielle que nous avons reçue. Nous avons 74 commissionnaires en douane agréés qui sont actifs. Ça veut dire que vous-même au sein de votre association, il y a des structures, il y a des entreprises qui ne se sont pas acquittées de cela. Bien sûr. Puisque vous êtes à 116. Comme nous sommes à 116. Et donc les comptes sont toujours désactivés. Oui, bien sûr, sur les 74, nous avons 52 qui sont inscrits, parce qu'il faut d'ailleurs en parler. Quand je parlais de textes réglementaires pour être membre d'une corporation, malgré tout, les commissionnaires en douane, jusqu'à présent, sont restés en marge. Parce que vous avez 116 sur 287. Et si vous avez écouté l'interview du président, il a invité, en fait, tous ceux qui n'ont pas pu d'abord adhérer à l'association, d'adhérer. Parce que ça montre, en fait, que ceux qui sont restés en marge n'ont pas voulu mener des actions également pour suivre la réglementation. Maintenant, sur ceux qui n'ont pas pu, au niveau de l'association, nous avons essayé de réfléchir avec le comité exécutif pour voir comment on peut accompagner ceux qui n'ont pas pu mettre en place ces agréments. Donc on a appelé tous ceux qui sont actifs. Nous avons tenu une première réunion avec toutes les entreprises qui sont actives pour maintenant échanger avec elles pour voir comment ils peuvent accompagner les entreprises qui n'ont pas pu encore se mettre à jour. Et bien sûr pour un délai bien défini, c'est-à-dire pour 3 mois, pour que ces entreprises puissent se mettre en règle. J'ai justement une question. Pour se mettre en règle, ça demande de l'argent ou d'aller chercher de l'argent. Vous avez fait votre bilan en 2020, il a été fortement entamé par la maladie à coronavirus. Exact. Comme toute activité, tout secteur, la maladie coronavirus a impacté au niveau de l'association. Il faut reconnaître qu'en 2000, comme je disais, nous avons renouvelé nos bureaux le 20 février 2020. 20 février 2020 où le président Julien Zigouana a été
porté à la tête en tant que président pour un mandat de 3 ans. Et après, nous sommes tombés dans la période de Covid en mars, donc ce qui a fait qu'on n'a pas pu mener nos activités comme on l'avait prévu au départ. Mais il faut noter que malgré tout, nous avons pu tenir quelques activités pour en fait ne pas rester en marge. Comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui un maillon important dans la chaîne de communication avec tous les commissionnaires en douane, et que ce soit sur le plan national et sur le plan international, avec l'UEMOA, CEDEAO, la Banque mondiale, j'en passe. Et sur le plan national, nous communiquons, nous sommes devenus un relais de communication, et que ce soit au niveau de la Direction générale des douanes, les impôts, la Chambre de commerce et tous nos partenaires. Donc nous essayons de mener à bien nos actions. Nous avons aujourd'hui 2 représentants au niveau de la Chambre de commerce également pour porter en fait les causes de notre métier à des instances aussi de la Chambre de commerce. Donc il faut se dire que c'est un bilan mitigé. Nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs. Nous avons apporté une aide à la Direction générale des douanes en leur offrant en fait du matériel pour lutter contre Covid. Ça, c'était les premières actions que nous avons menées. Et après cela, c'était des réunions de formation, des réunions de sensibilisation, et surtout que nous sommes en train de jouer un rôle important sur l'accord, sur la facilitation des échanges, à travers la mise en place de l'OCODE. L'OCODE, c'est l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières, qui est en train d'être mis en place, qui a commencé depuis 2020. Nous sommes en collaboration avec la Direction générale des douanes, financée bien sûr par la Banque mondiale, parce que nous avons vu qu'au niveau des pays côtiers, notamment la Côte d'Ivoire, ils ont mis en place le code et ça fonctionne très bien. Et au Burkina, effectivement, on est en train de mettre ça en place avec la Direction générale des douanes. Et nous avons vraiment mené déjà plusieurs réunions. Je peux dire que les textes sont presque prêts. Et il restera maintenant pour le président, qui est d'ailleurs la douane, qui préside en fait cette structure, pour maintenant monter en fait pour la signature des arrêtés et mettre en place le code. Ça va permettre en fait d'assigner. Oui, moi c'était, si vous me permettez, Geoffroy, c'était pour revenir sur la question de ces entreprises qui sont en ce moment en suspension. Je veux juste une confirmation, ça veut dire que ces entreprises ne fonctionnent pas? Non, ces entreprises, c'est vrai que... Non, je veux dire, c'est fermé officiellement. Non, au niveau de la plateforme douane, c'est fermé. D'accord. Maintenant, ils sont désactivés. D'accord. Maintenant, quand ils veulent passer une déclaration en douane, ils ne peuvent plus utiliser leur agrément. Il faut qu'ils passent par une structure. Ceux qui sont à jour. Alors que vous avez fait cas de cette variable-là qui, sans conteste, est à prendre en compte sérieusement, la variable Covid-19, si bien que vos activités, comme vous-même vous le dites, ont été mitigées. Est-ce que aussi au niveau, c'est vrai que vous dites que des efforts sont faits, mais des entreprises aussi qui ne fonctionnent pas à temps plein, est-ce que ça ne profite pas aussi à ceux qui sont à jour? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi à faire un plaidoyer par rapport à cette variable Covid-19 auprès de la structure douanière pour peut-être éventuellement leur donner un deadline, comme on pourrait le dire? Bon, le plaidoyer, bien sûr, nous sommes conscients au niveau de l'association. C'est d'ailleurs pour cette raison, quand nous avons rencontré la douane, c'était pour négocier d'abord un délai beaucoup plus long. C'est seulement dans les échanges qu'on s'est limité juste pour 3 mois, parce que la douane était vraiment de façon... Mais il faut noter d'abord qu'il ne faut pas voir la question dans ce sens, parce que c'est un secteur sensible. Nous intervenons pour la collecte des recettes pour l'État. Et ce n'est pas un secteur qu'il faut vraiment, ce n'est pas permis à tout le monde. Il faut déjà le noter. Nous ne disons pas que ces entreprises qui n'ont pas pu se mettre à jour sont à marge, mais ils peuvent, parce que quand même être un garant pour les recettes de ce pays, c'est un secteur sensible. On ne peut pas aussi l'ouvrir, parce qu'au départ on donnait les agréments, mais bien sûr c'était juste sur la base d'un engagement. Comme quoi je veux produire en fait une garantie et un avis de crédit. Et que la douane a fait confiance. Mais si la douane vous fait confiance et qu'aujourd'hui
vous n'arrivez pas à respecter, bon, vous imaginez si c'est les recettes, je ne sais pas où est-ce que ça peut nous mener. Dernière question d'ailleurs, quelles sont les perspectives pour l'association pour 2021 ? Mais rapidement. Ok, merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. On espère vous retrouver peut-être sur une autre table. Ça va nous faire plaisir. Et ici au journal du dimanche soir, on revient d'ailleurs. D'accord. On ne le sait pas une seule fois. C'est vrai qu'il faut noter que c'est aujourd'hui que nous avons été contactés pour dire de venir pour présenter. Sinon, le président aurait pu prendre des dispositions pour y être là. Donc, j'aurais dû commencer par là dès le début. Pour ce qui concerne maintenant les perspectives, sur 4 points, je vais dire sur le plan communicationnel. Sur le plan communicationnel, nous avons décidé d'élargir notre cadre d'échange avec tous nos partenaires. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, c'est vrai que nous sommes avec la douane, mais aussi il y a d'autres partenaires avec lesquels il faut élargir. Il y a les impôts, vous avez la chambre de commerce, vous avez le CBC. C'est vrai qu'il y a déjà des débuts de collaboration, donc il faut renforcer cela. Donc il y a également, aujourd'hui nous jouons un rôle important au niveau aussi de FUTRB, c'est-à-dire la fêtière des transporteurs, qui aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui sont en train de tomber. Il faut éventuellement que nous soyons vigilants au niveau de l'association. Également, dans le même domaine de la communication, c'est élargir nos centres d'information avec le démembrement, la mise en place des démembrements. Parce qu'on a constaté qu'après la mise en place de ces structures, il fallait créer des démembrements dans tous les bureaux de douane, à travers notamment les frontières. En dehors de Ouagadougou et de Bobo, on doit normalement avoir des représentants qu'on appelle des démembrements. Ce qui a fait qu'à un certain moment, il y avait un problème de communication quand il y a eu la mise en place de ces textes où les tarifs sont partis de façon disparate. Donc nous avons compris qu'il fallait immédiatement mettre ça en place. Et nous, lors de cette assemblée générale, il y avait les représentants des frontières et nous avons donné des mandats pour qu'ils puissent aller mettre en place en fait des démembrements pour nous permettre de mieux communiquer et de mieux défendre notre métier. Sur le plan socio-culturel, il faut noter que nous avons prévu faire notre journée nationale des commissionnaires en douane. On avait prévu l'année dernière qu'on n'a pas pu tenir, et aussi un tournoi de Maracana qu'on a dû suspendre à cause de la Covid. Sur le plan des finances, vous savez que toute association a besoin de fonctionner. C'est bien cela. Voilà, et c'était un des mains faibles d'ailleurs de notre assemblée générale. Les gens ne cotisent pas. Les gens ne cotisent pas, il faut que les gens cotisent. Et pour adhérer, il faut remplir la fiche et payer 50 000 francs. Et ensuite, vous payez 100 000 francs l'année, chaque année. Et nous avons fait le bilan. Quand on a fait le bilan, on était à 13, qu'ils étaient à jour. Donc il faut vraiment travailler à ce que ce nombre-là puisse s'accroître. Voilà, donc voilà ce que je peux brièvement. Pour le côté renforcement des capacités, nous avons une panoplie de formation. On sait, vous n'allez pas dérouler tout. On aura l'occasion de vous l'avoir ici. Merci bien, M. Boubacar Zoé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci bien. Et je ne vais pas vous passer l'antenne sans dire un mot que le président a toujours l'habitude de dire. Seul, on va loin. Mais quand on est plusieurs, quand on est nombreux et unis, on va plus loin. Merci. Vous restez avec nous, David Nana. J'ai un reportage que je vais proposer. C'est dans la rubrique Société. Et dans cette rubrique Société, nous allons nous intéresser aux jeux de hasard en ligne. OneXBet, sûrement que beaucoup connaissent, ou encore Premier Bet. Ce sont des jeux de hasard qui sont devenus donc le train-train quotidien de bon nombre de Burkinabés. Et dans ce reportage, nous allons aller à la rencontre de Gildas Sourabier et de Franck, qui sont deux jeunes Burkinabés, qui nous racontent leur expérience, notamment relativement à ce jeu-là, entre malheur quelquefois et bonheur. Le reportage est signé Maxime Jean-E de Bambara. Mon frère, c'est comment? Ouais, ça va. Tu connais 1xBet, non? Je connais. Jeu de
1xBet, 1xBet ou premier bet, c'est selon, mais la réalité reste la même. Les jeux de hasard en ligne occupent le quotidien de bon nombre de jeunes burkinabés. Et ce n'est pas Gildas Sourabié ou Franck Nyoumou qui diront le contraire, eux dont l'histoire d'amour pour ces jeux dure depuis plus de 5 ans. J'avais des amis qui jouaient à ce jeu. Bon, je l'ai trouvé un peu intéressant, ils m'ont un peu expliqué le topo et je l'ai aussi pris pour m'inspirer un peu. XBet avec 90 francs, tu peux miser, avoir de l'argent, mais par contre, PMUB, si tu n'as pas 200 francs ou 300, tu ne peux pas jouer. Donc, je trouve en tout cas un XBet là plus rentable que PMUB. Tout comme la loterie nationale burkinabé, avec un XBet, le principe reste le même. Tout se joue sur des pronostics. Mais à la différence des paris sur des chevaux, un XBet offre un choix plus large de paris sportifs. Le plus dominant ou le plus connu reste le football. Les options, il y a plusieurs options. Il y a plus de 20 options sur lesquelles on peut miser. Il y a les corners, il y a les buts, il y a les cartons, il y a les fautes, il y a les touches. Et il y a même les pénaltys. Plus tu combines plusieurs manches, plus tu as une cote élevée, plus tu as les chances d'avoir une grosse somme. Si pour certains, ces jeux sont leurs passe-temps favoris, d'autres en ont fait leur gagne-pain. Concentrés sur l'application à formuler des coupons de paris, l'on tente de multiplier les chances de gagner. Des coupons de paris sont même vendus dans des groupes WhatsApp. Quand tu composes un coupon qui a une cote faible, cote 3 ou cote peut-être 2 comme ça, si tu as 100 francs dans ton compte pour miser, vous voyez que ce n'est pas rentable. Par contre, il y a des gens qui se trouvent dans des groupes WhatsApp qui peuvent miser beaucoup. Je prends un exemple, 100 000 ou 200 000 comme ça. Si la personne a pu au moins se trouver les cotes 2 et miser 200 ou 300 000 francs, ça peut lui rapporter quelque chose. Chômeurs, étudiants, fonctionnaires, débutants ou habitués, tous tentent des combinaisons pour se remplir les poches. Et comme dans tout jeu de hasard, il faut certes avoir un minimum de connaissances sur le jeu, mais encore plus de la chance, les pronostics n'étant pas des sciences exactes. Le plus gros gain, je dirais, j'ai misé 1300 sur une cote 100. Ce qui me faisait 123 000 comme ça. Bon, c'était vraiment de l'euphorie. Transformer 1300 et quelques 130 000, bon, il faut noter qu'il y a quand même de quoi être fier de ça. J'ai pu payer certains portables, voilà, des habits et autres, mais dépanner de temps en temps. Mon plus gros gain était 700 000 francs. J'avais mis 5 000 francs sur une cote 155. Voilà, pour avoir 700 000. Avec les 700 000, j'ai pu m'offrir au moins certaines balles de friperie pour vendre. Un XBet fait certes des heureux gagnants, mais également des frustrés, des déçus et même des aigris. Il est difficile parfois de supporter les pertes. Pourtant, c'est la finalité de tout jeu, perdre ou gagner. Franck Nyoumou n'oubliera pas de sitôt sa plus grosse perte dans ce jeu. Là, vraiment, mon plus gros gourmet, c'était bon. J'appelle une fois, j'ai eu 72 000 et quelques comme ça. Voilà, en voulant gros, j'ai tout misé sur le code 2. Paf, 0. Avec les équipes malades comme le FC Barcelone et autres là, c'est plus évident de gagner. Hein. Il ne faut pas être accro à ce jeu d'abord. Voilà. Si vous êtes accro à ce jeu, quand vous ne jouez pas, vous vous sentez mal à l'aise. Bon, c'est pas cool. Ma plus grosse perte a été 15 000 francs. J'avais misé sur une cote 11 et c'est perdu. Quand on gagne, ça fait plaisir, mais quand on perd, souvent, c'est pas facile à accepter. Ces jeux qui connaissent de jour en jour un essor sont-ils conformes à la réglementation en vigueur au Burkina Faso? Ont-ils un impact sur les activités de la loterie nationale burkinabé? Toutes nos initiatives à l'endroit de la LONABé, la nationale des jeux du hasard, pour avoir des réponses, n'ont pas obtenu de suite favorable. Faut pas vendre ton coupon, hein. Faut attendre la fin du match. Tu n'as encore rien compris. Attends, tu vas voir. Un très beau reportage que nous proposait donc Maxime Jean-Eudes de Montbarras sur ces jeux de hasard auxquels nos jeunes, et c'est toute génération confondue, ont accès via Internet. C'est la vérité.
ça a forcément un impact sur les autres jeux que nous avons ici, organisés par la LONABE. On a tenté, et ça on le disait en fin de reportage, d'entrer en contact avec cette LONABE qui, quelquefois, aborde la question à demi-mot, mais n'a pas tout, je ne sais pas, il ne veut pas dire le courage, mais n'affronte pas peut-être frontalement le problème. Un petit mot rapidement, parce que j'ai un dernier reportage à proposer. D'accord, moi ce que je retiens, c'est que c'est dommage, mais le plus souvent, nous, sous nos cieux, le plus souvent, on attend d'être réactionnel, c'est-à-dire on attend que ça arrive et puis on veut réagir. Sinon, c'est des choses qui étaient prévues, hein, ça devait arriver, parce que vous voyez comment ça évolue avec l'éthique. Peut-être que notre société nationale devrait déjà commencer à prévoir des jeux en ligne pour pouvoir aussi concurrencer, n'est-ce pas, ces jeux qui sont arrivés, qui du reste sont un peu difficiles à l'égard des réseaux sociaux pour le contrôle, c'est un peu difficile parfois. Donc je me dis que parfois il faut être structurant que conjoncturel. En tout cas, si la LONABE nous écoute, c'est l'acte 1 du reportage, on aimerait bien avoir leur réaction. Pourquoi pas? Ceci dit, j'ai une autre découverte, je l'avais promis en titre, c'est dans la partie sport. Et dans la partie sport, on va à la découverte d'un sport mécanique, le karting, sport donc qui est très peu connu et peu pratiqué au Burkina Faso. Et c'est Abdul Rahim qui nous promet et qui nous a promis donc un zoom et il le partage ici maintenant dans ce reportage. 16h ce samedi 27 mars 2021. Nous sommes au karting du quartier Kosodo de Ouagadougou, un espace aménagé pour les courses à moto. C'est l'heure du karting, un sport qui se fait à l'aide d'une moto à 4 roues et dont le principe est de rivaliser de vitesse entre coureurs sur une piste conçue à cet effet. Le karting, c'est le sport qui se pratique sur un circuit. Voilà. Ici à Kosodo, nous sommes là depuis juillet 2020. Les véhicules avec lesquels on roule, c'est des karts. C'est des karts, c'est des petits véhicules, c'est des petits motos. C'est pas des véhicules en question, c'est des motos en fait. On doit les appeler des motos. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un véhicule et c'est des petits motos. Ça fonctionne avec de l'essence. Voilà, ça fonctionne avec de l'essence. Il y a un accélérateur à votre droite et un frein à votre gauche, avec un petit volant devant vous. Et vous les guidez, vous accélérez un peu, et comme vous l'accélérez, plus fort ça part comme vous voulez. Plus qu'un simple sport, rouler le kart est devenu presque une passion pour Steve Bruno. Un sport qui lui procure de la sensation et dont il ne compte pas s'en défaire. C'est vraiment un sport que j'apprécie beaucoup et que je pense même que je vais vraiment m'y mettre plus sérieusement parce que je pense avoir quelque chose, je pense avoir un petit talent caché, mais ouais, c'est ça. C'est les sensations, c'est être à certaines vitesses, pouvoir drifter, chose qu'on ne peut pas faire sur la voie publique avec des vraies voitures, mais franchement, ceux qui veulent vraiment se lâcher et qui sont bons conducteurs peuvent vraiment venir, drifter. Et je ne sais pas si vous avez regardé le film Fast and Furious, mais vous aurez l'impression d'être dans Fast and Furious. Franchement, c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Contrairement à Steve, Jennifer Kaboré et Denise Zombra sont novices. À force de contemplation, les deux succombent à la tentation et décident de s'y lancer. Le début semble difficile pour elles, mais elles finissent par y prendre goût. Comme je vois les gens, ça a l'air d'être intéressant. Je suis venue pour essayer, pour voir aussi. Vous avez essayé ça? Oui, au début j'avais un peu peur, mais c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé. Prochainement, je vais revenir encore. Je viens ici, mais c'est la première fois que j'ai conduit et sincèrement, c'est vraiment fun. J'invite tout le monde à venir. C'est vraiment un lieu de divertissement, question de se relâcher quand tu es vraiment stressé et tout. Donc voilà. Les karts ont une capacité de rouler à une vitesse de 80 km/h, mais avec des équipements de protection obligatoires pour tous, les risques sont relativement minimisés. En termes de sécurité, le karting n'est pas un sport dangereux. Depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, on a tout assuré en fait. Puis là, on n'a jamais eu un problème par rapport côté sécurité. Et nous sensibilisons directement les gens pour le port des casques. Ici, quand tu viens au karting, on te montre comment le port du casque est important. Et pour tout le monde, que tu sois en moto, que tu sois sur les cartes, c'est important pour le port du casque. Loin de vouloir se faire de l'argent, l'Allemand Kai Rosbach, promoteur de ce sport, dit être plutôt poussé par la volonté de créer un cadre d'épanouissement pour les populations de Kosodo. Le prix du ticket est fixé à 3 000 francs CFA pour 7 minutes de jeu.
Ceux qui pensent que c'est un sport de riche parce que ici, nous avons des tarifs. C'est les tarifs qui font que les gens pensent que c'est un peu cher, ou pourtant c'est pas cher. C'est le karting le plus moins cher de la sous-région. Nous sommes à un tarif de 3000 francs pour 7 minutes. Même pour les enfants, on a baissé le prix à 2500. Ben, les enfants, ils ne roulent pas fort, ils roulent juste un peu. Donc on a baissé le tarif à 2500 pour les enfants. Et à partir du 1er avril, ce tarif-là sera adopté au karting. De 2500 pour les enfants et pour les adultes, 3000 francs. Quand on prend sur la sous-région à Lomé, c'est plus que ça. Même en Côte d'Ivoire, il y en a, c'est plus que ça. Donc ici, je prends pour 3000 francs pour 7 minutes. C'est un bon prix que mon boss il a fait pour que les gens puissent participer. On n'a pas fait ça pour de l'argent. On a fait ça pour vraiment les gens puissent vraiment se divertir au fait. Parce que à Faso Park, c'est seulement pour les petits. Ici, c'est pour les grands et pour les petits aussi, ils peuvent en profiter. À l'âge de 8 ans jusqu'à en allant à 100 ans, si vous êtes toujours la force, vous êtes toujours participé au karting. Le gérant du karting de Kosodo annonce une compétition le 10 avril prochain. Selon lui, une partie des ressources issues de la vente des tickets sera destinée à des œuvres sociales. Son objectif est donc de développer la pratique de ce sport peu connu au Burkina Faso. Le karting, sport mécanique que Abdul Rahim Nyenye nous a permis de voir et de découvrir pour certains. Et cela met un point final au JDS, journal du dimanche soir de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.